Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. Ce sera une émission très musicale ce soir. On va commencer avec le violoniste Alexandre Cavalière. Il a 2 projets à nous présenter, ça veut dire 2 albums et 2 séries de concerts liés à ces projets. On sera ensuite avec une chanteuse, elle s'appelle Clotilde Rulot. Elle fait partie d'un duo qui s'appelle Madeleine et Salomon et ça va nous emmener du côté de la Méditerranée. On terminera avec un pianiste très bruxellois, Yvan Paduard, sera avec nous en fin d'émission. Clémence Dawagne, qui s'appelle aussi Clémence en flamme sur les réseaux sociaux, sera notre invitée du micro ouvert. C'est Connaissez-vous et on est parti. Bonjour Alexandre Cavalière. Bonjour. Comment est-ce que vous vous sentez au moment de faire une émission de télévision ? Là, assez bien, je veux dire, surtout que c'est pas la première fois pour moi, donc je connais un peu le principe maintenant. Ouais, c'est la 2e fois que vous venez. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et parler à la voix off, c'est bon, vous êtes prêt ? Oui, tout à fait. Surtout que la voix off est très sympa dans cette émission, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Toujours violoniste depuis la dernière fois, ça n'a pas changé ? Toujours violoniste, oui. Ouais. Est-ce que vous le serez à vie, violoniste ? Oula, ça c'est une grande question. A priori, ouais. A priori. Si Dieu le veut, quoi. Ouais. Vous n'avez jamais joué d'autres instruments ? Si. En fait, étant donné que toute ma famille est musicienne, il y avait plein d'instruments de musique à la maison, donc dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à m'amuser sur les instruments qui traînaient, les instruments de percussion, le piano, mais j'ai tout de suite accroché sur le violon. Et j'ai un petit peu plus joué du piano et de la batterie. J'ai toujours adoré la batterie, mon père étant batteur à la base. Guitariste aussi. Hein. Guitariste par la suite, et un peu, mais surtout batteur. C'était son premier instrument, quoi. Ouais. Vous pouvez vous asseoir si vous en avez envie. Je ne sais pas où je me mets, à droite, à gauche, d'ici. Allez, par là, ce sera bien. Ouais. Voilà. Votre papa, il vous a beaucoup encouragé à faire de la musique, ou je sais que vous avez joué beaucoup avec lui, hein, mais au début, il s'est dit. Parfois, les musiciens se disent non, ça c'est pas un métier pour mes enfants, je préfère qu'ils fassent autre chose, c'est trop dur la musique. Justement, toute ma famille est musicienne. Mes deux parents, et j'ai 2 grandes sœurs aussi qui ont fait la musique comme métier. Donc là, à ce niveau-là, je veux dire, j'ai jamais eu ce problème-là. Mes parents m'ont jamais dit ouais, la musique c'est difficile, c'est pas un vrai métier, etc. Pas du tout. Étant donné qu'ils étaient déjà professionnels dans la musique tous les deux. Donc voilà. Maintenant, ils m'ont pas obligé non plus à faire de la musique. C'est vraiment venu de moi et voilà, quoi. Où est-ce que vous avez le plus appris ? Où j'ai le plus appris ? Ouh là là. De manière générale. Est-ce que c'est dans le milieu familial ? Ouais. Est-ce que c'est en croisant d'autres musiciens ? Est-ce que c'est avec des professeurs au conservatoire ? Est-ce que c'est sur les routes quand vous étiez en tournée ? Un peu de tout ça en fait, finalement, mais je pense qu'il n'y a pas un truc où j'ai le plus appris qu'un autre. Je pense que tout a été intéressant. Évidemment, la rencontre avec les musiciens, je pense que c'est le plus important. Et finalement, en fait, là où j'ai le plus appris, je pense que c'est en écoutant les disques. Après, le conservatoire m'a aidé à mettre des mots sur ce que j'entendais, ou aller plus loin dans mon écoute aussi. Donc c'était très intéressant, mais je pense que le plus gros du travail, c'était d'écouter les disques et de recopier en fait ce que j'entendais. Et d'ailleurs, souvent, vous avez une bonne oreille ? J'ai une bonne oreille. J'ai une oreille relative. J'ai pas une oreille absolue, mais j'ai une oreille suffisamment bonne, je veux dire, je pense, pour écouter les musiciens avec qui je joue. Ce qui est important, c'est surtout, je pense, d'avoir une bonne écoute. D'écouter pour faire de la musique, surtout quand on la fait pas en solo mais à plusieurs. Il faut jouer, mais il faut, surtout dans le jazz, il faut jouer mais en même temps écouter. C'est peut-être un peu la même chose dans la vie en fait finalement, mais... Vous nous faites l'impasse sur la technique, c'est quand même important la technique au violon. Tous ceux qui ont eu un petit frère ou une petite sœur qui essayaient de faire le violon, ils se rappellent que la technique c'est important quand même. Hein. Oui, la technique est importante. Je pense que le message est le plus important, le message qu'on veut faire passer avec la musique. Mais évidemment, après, je pense que la technique peut aider à ce que le message passe encore mieux. Et Vous aviez tout de suite une bonne technique ?
ou vous pensez que ça prend des années? Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous progressez en technique ou est-ce que c'est derrière vous et vous n'y pensez même plus? Alors, j'apprends à être un peu moins difficile, à me regarder un peu moins durement, on va dire comme ça, être moins dur avec moi. Ça, j'apprends ça avec le temps. J'avance, je continue à évoluer techniquement aussi, parce que je continue à travailler, évidemment, aller plus loin, essayer de continuer à travailler des choses qui m'intéressent. Donc ça j'essaie de faire. Et ouais, donc ça c'est plutôt le sens de votre question, je pense. Ouais, j'essaie d'évoluer, de continuer à évoluer, évidemment, oui, tous les jours. Ouais. Alors on va parler de 2 projets, parce que vous sortez 2 albums, coup sur coup, à quelques semaines d'intervalle, Alexandre Cavalière. Il y a un petit peu de boulimie chez vous? C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est 2 projets assez différents, on va dire, l'un de l'autre. Et en plus de ça, il y en a un qui va sortir de manière digitale. L'autre sort digital et physique. Donc du coup, voilà, on va pas dire qu'il y en a un qui est une semi-sortie. Je peux pas dire ça non plus, mais voilà, maintenant, il y a des labels qui sortent des albums. Vous sortez quand même un album par an en moyenne. Le dernier est sorti en 2020. Bon, voilà, après, on a eu la crise Covid. On va pas trop rentrer là-dedans. Mais je veux dire, voilà, donc ce qui a fait que... Ouais, je dirais tous les 2-3 ans plutôt. Ouais. Quelque chose comme ça. Alors, le premier album dont on va parler, il s'appelle Rebones. C'est un duo avec Adrien Brognat. Et c'est une belle histoire. Parce qu'en fait, vous le connaissez depuis très très longtemps, Adrien Brognat. Il ne vient pas du milieu jazz, c'est pas le même milieu que vous, ouais. Et vous le retrouvez en fait. Tout à fait. Donc en fait, Adrien et moi, c'est une longue histoire parce qu'on se connaît depuis qu'on a 12 ans. On s'est connus sur les bancs de l'école secondaire. Et il faisait déjà de la guitare à l'époque et on s'amusait déjà à jouer ensemble, violon et guitare. Et c'était déjà un réel plaisir à l'époque. Et les étudiants qui étaient avec nous aimaient beaucoup ce qu'on faisait, les professeurs aussi. Et tout le monde disait « Ah, c'est pour quand l'album vous allez faire un album ensemble, etc. » C'était pas enfin, c'était trop tôt à ce moment-là. Et puis on a continué chacun à faire notre bout de chemin. Lui dans le classique, il a fait une grande carrière dans le classique. Il est maintenant professeur au Conservatoire Royal de Liège. Mais il a fait aussi beaucoup de dates un peu partout dans le monde. Grâce à ses professeurs, entre autres les frères Assad, qui lui ont donné cours au Conservatoire Royal de Mons. Et dernièrement, on s'est recroisés et on a dit ça ne serait pas le moment de faire un truc ensemble. Et on s'est mis à composer des choses ensemble. On a pris des morceaux qu'on aimait tous les deux, surtout issus de la culture brésilienne. Adrien adore la musique brésilienne. D'ailleurs, il joue sur une guitare acoustique. Est-ce que c'est un terrain neutre? On va écouter un extrait dans un instant, mais est-ce que c'est un terrain neutre? Vous venez du jazz, lui vient du classique. Ça ne pouvait pas être ni un disque de musique classique, ni un disque de jazz. Il fallait trouver un terrain qui convienne aux deux? On a trouvé... oui, c'est ça, tout à fait. Maintenant, la chance que j'ai, c'est qu'Adrien improvise. Et improvise réellement, c'est-à-dire que on n'a pas dû écrire ses solos avant l'enregistrement. Et ça, voilà, moi, je lui tire mon chapeau pour ça, parce que je serais incapable d'aller faire un concerto comme lui le fait, avec un orchestre. C'est un autre métier. Donc voilà, je trouve... On va écouter un extrait, si vous voulez bien, Alexandre, parce que c'est quand même le mieux d'écouter la musique pendant qu'on en parle.
Petit extrait d'Alexandre Cavalière et Adrien Brogna en duo. Quand on pense à la musique brésilienne, on pense à Antonio Carlos Jobim, à Astrud et João Gilberto, parfois beaucoup de clichés. C'est ça qu'on va retrouver sur cet album ou pas? Entre autres, enfin, il y a un des artistes qu'on aime beaucoup et que je sais que Philippe Catherine aime beaucoup, c'est Gwinga. Il y a une chanteuse, oh là là, si Philippe était là, il m'engueulerait parce que c'est aussi il est fan aussi de cette chanteuse. Enfin, allez, on va dire, on n'a pas repris les grands standards. Il y en a certains comme Brasil qu'on joue sur l'album. Donc il y en a certains qui sont un peu moins connus et qui nous plaisent plus musicalement, on va dire comme ça. Voilà. Alors, ça s'appelle Rebones, c'est Scène Off, votre maison de production. Je signale qu'il y a un double concert de présentation de l'album. Ce sera le même jour, c'est le 29 septembre. Le midi, vous serez au musée des instruments de musique. Ouais. Et le soir, vous serez au Full Circle, qui est une salle à XL. Vous êtes venu avec un deuxième album dans cette émission. Alors, on avait parlé de ça la première fois que vous étiez venu, c'était un projet pour un festival, c'était un hommage à Didier Locoud. Juste rappeler, pour ceux qui auraient raté cette émission-là, qui c'était Didier Locoud pour vous? Alors, Didier Locoud, c'est un des plus grands violonistes de jazz qui a existé. Et donc pour moi, voilà, mon père me l'a fait découvrir quand j'étais assez jeune, grâce à un album qu'il avait acheté pour moi. On s'est rencontrés. J'étais en concert avec mon père, parce que déjà depuis mon plus jeune âge, je faisais des concerts avec mon papa. Et Didier Locoud jouait dans une grosse scène à Bruxelles lors d'une remise de trophées qui s'appelait les Django d'Or. Et il m'a entendu jouer avec mon papa et là il m'a dit bah, écoute, tu veux venir jouer avec moi ce soir sur la grande scène du festival. Vous aviez 12 ans, hein, si je ne me trompe pas? Ouais, c'était en 98, ouais, je devais avoir 11-12 ans, quelque chose comme ça. Et donc évidemment, j'ai accepté et ça s'est super bien passé. Et il y avait des producteurs dans la salle et donc à partir de ce moment-là, ça a un peu démarré ma carrière en fait, en quelque sorte. J'ai enregistré un premier album, puis un deuxième qui a été produit par lui. Il m'a permis d'avoir des cours gratuitement avec lui pendant plus de 10 ans. Et c'est important de lui rendre hommage aujourd'hui? C'est ça l'idée de ce projet? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc malheureusement, il est parti il y a 5 ans d'ici d'une crise cardiaque, décédé. Donc, et il m'a apporté énormément dans ma vie. Il m'a permis de faire de la musique mon métier, en tout cas beaucoup plus facilement. Du coup, il m'a ouvert des portes, on va dire comme ça. Et puis voilà, rien que pour ce qu'il m'a apporté à moi, je me devais évidemment de le remercier avec un hommage. Mais en plus de ça, avec tout ce qu'il a apporté à la musique et au violon, dans le jazz, voilà, je pense que voilà, tous les violonistes que je connais qui sont dans le jazz sont contents de cet hommage, quoi. Ouais. On va regarder un extrait aussi de cet album d'hommage à Didier Locoud par Alexandre Cavalière.
Voilà, extrait donc de ce tribute à Didier Locou d'Alexandre Cavalière. Il y a notamment Manu Bonetti avec vous. Et on est quand même dans un style. Le son, c'est important quand on fait de la musique de Didier Locou. C'est une musique, hein, années 80, années 90. On était quand même très marqué par ce qu'on appelait le jazz rock à l'époque. Didier Locou lui-même a beaucoup travaillé le son. Il a mis beaucoup d'effets sur son violon. C'est quelque chose à laquelle vous êtes sensible, que vous essayez de respecter dans cet hommage? Oui, tout à fait. Il y a une grande partie du travail de Lockwood qui s'est passé pendant les années 80-90. Et on était dans le jazz rock. Et un des premiers à utiliser les effets au violon, c'est Jean-Luc Ponty. Je pense que c'est pas Didier, ou alors c'était en même temps. Et donc Didier a utilisé énormément tous les effets que pouvaient utiliser les guitaristes comme Jimi Hendrix par exemple, donc la wah-wah. Didier était fan de l'auto-wah par exemple, donc c'est un effet qui permet d'avoir un son au violon qui se rapproche un peu de la trompette. Didier Lockwood était fan de Miles Davis, donc forcément il essayait parfois de ressembler à la trompette avec son violon. Il en jouait d'ailleurs un peu la trompette, même très bien. Et oui, dans l'album on retrouve en effet tous ces effets qu'il a utilisé énormément, comme le tawa, comme le delay, pour faire ses célèbres mouettes. Voilà. Avec des sons qui se répètent quasiment à l'infini. Oui, c'est ça. L'album paraît chez Home Records. On va signaler le concert de présentation. Ce sera pour le 7 octobre et ce sera au Théâtre Marny à Ixelles pour ce projet-là. À votre gauche, Alexandre, il y a 2 CD. Est-ce que vous pouvez prendre le premier? Ouais. De quoi s'agit-il? Donc, Madeleine et Salomon. Oui. Alors ça vient de sortir aussi, donc j'imagine que vous ne connaissez pas cet album. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Non, pas du tout, malheureusement. Pas encore. Mais c'est pas grave, c'est justement, le principe je suis là de pour l'émission. découvrir. Hein. Le principe de l'émission, c'est de vous faire découvrir. On va pas vous faire découvrir Madeleine, enfin quoique, on va voir. En face d'Alexandre, c'est le lieu pour converser. Ouais, si on doit parler un peu tous les deux. Alors, est-ce que dans la chanson de Jacques Brel, est-ce que c'est Madeleine qui est venue sur ce studio ou pas? Dans la chanson de Jacques Brel, oui. Mais vous vous appelez Clotilde. Mais moi, je m'appelle Clotilde aussi, oui. J'ai des personnalités multiples. Ouais, Clotilde Rulot. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors donc je m'appelle Clotilde Rulot, alias Madeleine dans le duo Madeleine et Salomon. Je suis vocaliste flûtiste, voilà. Et Madeleine, c'est votre deuxième prénom. Ça ne C'est vient mon pas de deuxième nulle prénom. part non plus. Non. Pourquoi ce groupe s'appelle Madeleine et Salomon? Parce que quand avec Alexandre Saadak, donc le pianiste qui s'appelle Salomon dans le duo, on a commencé à jouer ensemble. En fait, on se connaissait depuis longtemps, mais on faisait partie de projets tous les deux. Et puis un jour, on s'est retrouvés à jouer en duo en Chine pour une fête de la musique. Et on a vraiment apprécié de partager cette expérience musicale. Et on s'est dit, on veut aller plus loin, on veut chercher quelque chose. Et du coup, c'était très important qu'on fasse un son qui soit à nous deux, qui représente notre duo. Et qu'on puisse par ailleurs pouvoir explorer d'autres territoires sur des choses plus en solo. Et donc c'était important qu'on trouve un nom de groupe. Donc une identité distincte pour ce projet-là. Exactement, de nos autres identités. Ouais. Voilà. Vous qualifieriez comment la musique de ce duo? C'est le deuxième album déjà. Ouais. On est quoi, à la frontière du jazz, du classique, c'est assez minimaliste. À l'inverse de Didier Lockwood dont on parlait il y a quelques instants, il ne faut pas qu'il y ait d'effets, il faut que ce soit plutôt les instruments et la voix à nu. Oui, je trouve que c'est une bonne présentation. Oui, minimaliste, c'est sûr. Oui, on est à la frontière de tous les univers musicaux qui nous nourrissent, en fait. Sur cet album-là, donc, qui est le deuxième avec ce duo, on fait
un tour d'horizon, on va dire. En tout cas, on s'immerge dans la pop des années 60-70 du bassin méditerranéen, Okay. qui est précis, quoi. oui, qui est une période assez excitante, on va dire, d'un point de vue musical, parce que les artistes de cette région du monde viennent chercher de nouvelles influences dans les musiques occidentales et saupoudrent ça dans leur tradition et du coup ça donne des fusions qui nous sont peut-être plus proches, en tout cas qui sortent de l'aspect purement traditionnel de la musique de ces régions. Ouais, on n'est pas dans la pure musique orientale. On va écouter un petit extrait et puis on vous le commente juste après. D'accord. On part dans les rues du Caire. He didn't pass. What happened to him? I've been waiting since this morning. What's wrong with me? Was it a puncture or a traffic jam? We were supposed to meet at 5, he said to me. Two cars keep circling around me. People are staring with bulging eyes. What can I do? It's just past 5. What can I say when raging crowds stand between us? What can I do? Don't let me road alone, please don't. Come con. Don't let me embrace death, please don't. Come con. This curse love needs boldness. It wants to be reckless. Think she's done swimming backwaters. Crave the ocean, leaving waters. My heart belongs to the ocean. The spring is a prison. The drip drop of the water sounds like a blood. Allez, d'abord une question pour Alexandre Cavalière. Jouer avec le public d'un côté, la mer Méditerranée dans le dos, ça fait rêver, non? Oui, je demandais à Madeleine, hein, je ne me trompe pas, hein, où c'était. Donc c'était au Jazz à 7, hein, juste avant Pat Metheny, donc ce qui n'est pas rien quand même. Je me souviens de cette scène, pas pour y avoir joué, moi j'ai été voir Pierre-Élie Lagrène là-bas. Que j'aime beaucoup aussi, donc oui, je sais que c'est un superbe cadre, donc voilà. Madeleine, c'est pas n'importe qui apparemment. Un mot sur la musique que vous venez d'entendre, Alexandre. Ah bah, écoute, ça avait l'air d'être une musique sincère. Ouais, personnellement, c'est peut-être pas le genre de musique que j'écoute habituellement, mais à partir du moment où ça peut toucher, et c'était le cas en écoutant ce petit extrait, voilà, je pense qu'il y avait voilà, on entend que Madeleine est sincère, honnête dans son chant, qu'elle vient de dire des choses. Donc à partir de ce moment où il y a un message, j'en parlais tout à l'heure, je pense qu'à ce moment-là c'est intéressant. Donc, Alors Clotilde, vous avez parlé de multiples influences. C'est quoi vos influences à vous et au pianiste qui ne s'appelle pas donc Salomon non plus, hein? Non, c'est aussi son deuxième prénom. Alors je pense qu'on a en commun tous les deux un bagage classique, clairement. Et puis on a beaucoup d'amour, particulièrement pour la musique française du début du XXe siècle, donc Fauré, Ravel, Debussy. Ensuite, on a tous les deux
beaucoup traîné nos oreilles et nos instruments respectifs dans la tradition des musiques afro-américaines. Alex, il a beaucoup tourné avec Martha. Dont j'ai perdu le nom là, mais c'est pas grave, ça va me revenir, de la Motown, bref. Ah oui, d'accord. Et puis, moi, j'ai aussi, à un moment de ma vie, pas mal vécu à New York, et donc on a aussi ce bagage des musiques nord-américaines. Ouais, de la soul, quoi. Oui, puis du jazz et de l'improvisation. Et ensuite, on a aussi tous les deux, alors ça s'est pas entendu là dans les extraits, on a aussi tous les deux du coup une grande appétence pour les musiques improvisées. Donc je pense que c'est un peu le lien entre le jazz et la musique française du début, pas que française, mais on va dire la musique du début du XXe siècle. Oui. Et enfin, on a tous les deux aussi beaucoup traîné nos valises dans les musiques d'autres cultures. Ouais. Donc vous êtes rencontrés en Asie. Le premier album s'appelait A Woman's Journey, donc le voyage d'une femme. Celui-là, c'est Eastern Spring, qu'on pourrait traduire par le printemps oriental ou quelque chose de ce genre-là. Finalement, on n'entend pas tellement, dans l'extrait qu'on vient d'écouter, la touche orientale. On va écouter un autre extrait pour se convaincre de la pertinence du titre de l'album. D'accord. Est-ce qu'Alexandre Cavalière est d'accord avec moi? L'influence orientale, elle est plus palpable ici, on est d'accord, hein? Oui, tout à fait. On y présente, quoi. Ouais. C'est jouissif de jouer ce genre de musique, Clotilde Rouleau? Oui, c'est très, très agréable parce que c'est ce que je disais au tout début. Ce qui est vraiment passionnant, c'est que... Enfin, pourquoi ça nous a interpellés, c'est que c'est déjà une musique fusion à l'origine. Et du coup, elle réveille beaucoup de nos sensibilités. Justement, beaucoup. Elle résonne avec beaucoup de nos influences. Du coup, c'est assez complet. Et puis, on se balade. Nous, on les revisite vraiment. Enfin, d'ailleurs, sur notre chaîne YouTube, on a fait une playlist avec les influences, donc les morceaux originaux. On les transforme profondément, sans pour autant trahir leur essence structurelle, que ce soit mélodique ou rythmique quelque part. Mais oui, c'est passionnant. Moi, en plus, je me balade dans plusieurs langues, donc oui, effectivement. En tout cas, on ne s'ennuie pas. C'est un répertoire qui nous demande beaucoup d'attention. Et vous emmenez où ce répertoire? Au Liban, en Israël, en Égypte? Oui, exactement. Au Maroc, en Turquie, en Grèce. Ce sont des langues que vous maîtrisez toutes? Ou c'est de la phonétique? On apprend à chanter en phonétique? Alors, j'ai la chance d'avoir tissé des liens très privilégiés, amicaux, avec beaucoup de chanteurs et de chanteuses de ces différentes régions. Donc, ils ont eu la gentillesse d'abord de me faire des traductions parce qu'on est dans des langues où la poésie est très imagée, donc une poésie mot à mot donne rarement le sens, en tout cas l'essence du sens. Donc comme après on a traduit en anglais et ensuite adapté à la mélodie, donc c'était un long travail d'arriver à traduire vraiment l'essence de la chanson. Et donc ses amis ont pris ce temps-là et ils ont aussi corrigé mon accent, qui reste quand même avec un accent. Alors ça s'appelle Eastern Spring, c'est donc Madeleine et Salomon, alias Clotilde Rouleau et Alexandre Saada. C'est Socadisc qui distribue ce disque. Et on va signaler une date, parce que vous allez venir à Bruxelles, hein, puisque le duo est quand même basé en France. Et la date pour Bruxelles, ça va se passer à l'Archiduc, café donc du centre de Bruxelles. Et ce sera, je cherche la date. Le 8 octobre. Voilà, le 8
8 octobre. Vous avez déjà joué à l'Archiduc, j'imagine, Alexandre Cavalière? J'ai déjà joué à l'Archiduc, oui, il y a longtemps. Ouais. Oui, il y a longtemps. Quel est le conseil que vous allez donner à Clotilde Rouleau? Qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire à l'Archiduc pour que ça marche? Il n'y a rien à ne pas faire, il faut juste s'amuser. Je pense à l'Archiduc, c'est un lieu de fête aussi, c'est un lieu assez festif. Moi, je le connais un peu plus comme ça, en fait, dernièrement. J'y vais plus en fin de soirée. L'Archiduc est connu pour être ouvert jusqu'à tard dans la nuit. C'est souvent là qu'on retourne, qu'on repasse avec les musiciens de jazz à 5 h du matin. Et puis, bon, bah voilà, c'est un lieu chargé d'histoire qui est enfin, je veux dire, voilà, juste passer un bon moment, quoi. C'était notamment un des cafés préférés d'Arnaud pour les plus jeunes, et si on sort un petit peu du jazz. Madeleine et Salomon, ça s'appelle donc Eastern Spree, 2e album. C'est un très très beau disque avec une très très belle ambiance. On va aborder un 3e univers, si vous voulez bien, Alexandre. Disque suivant à votre gauche. C'est moi qui ai l'honneur de découvrir les disques. Voilà, donc je lis Patrick Deltemre et Yvan Paduard. Ouais. Je ne vous demande pas si vous les connaissez, parce que vous les connaissez. Oui, bien sûr, c'est des incontournables dans le milieu du jazz belge et plus, et international, bien sûr. Donc oui, je les connais, oui. Voilà. Mais cet album-là, vous ne pouvez pas le connaître parce qu'il est tout chaud. Il sort de presse, je pense qu'il n'est même pas encore dans le commerce. Mais on va rencontrer Yvan Paduard, il va nous l'expliquer. Quelle surprise. Alors, Yvan Paduard, peut-être pour Clotilde Rouleau, qui n'a pas la chance d'être belge, qui a la malchance d'être française, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc voilà. Moi, je fais ce métier depuis une trentaine d'années à peu près. J'ai commencé d'ailleurs avec Patrick Deltemre, qui est mon acolyte. Ouais, donc le métier, c'est pianiste. Hein. Pianiste, je suis pianiste, oui, voilà. Je joue au tennis aussi. Et donc j'ai commencé avec Patrick, on a fait un groupe de jazz fusion à l'époque, ça s'appelait Aftertouch, c'est tout début des années 90, on va dire 90. Et puis on s'est un peu perdu de vue parce que lui il a été sollicité par Moran, avec qui il a joué pendant 24 ans je crois. Moi j'ai eu la chance de jouer avec Claude Nougaro en 93, 94, et puis avec Toots Thielemans. Donc c'est un peu perdu de vue, et puis on s'est retrouvés il y a à peu près 6 ans. Et voilà, c'est une formule que j'affectionne beaucoup parce que d'abord, on se connaît très très bien, on est vraiment un petit peu fait du même bois, j'ai envie de dire, pour prendre une formule plus synthétique. Il y a quelque chose d'assez excitant, de jubilatoire, parce qu'il y a un challenge. La guitare, c'est un instrument harmonique, c'est assez riche, le piano aussi. Donc ce qu'on doit essayer de faire, c'est de ne pas se marcher sur les pieds, de ne pas marcher sur les plates-bandes l'un de l'autre, et d'essayer de trouver chacun un peu d'espace pour que ça soit complémentaire. C'est pas facile, mais quand on y arrive, c'est excitant, j'aime bien. J'aime bien la couleur de la guitare. Voilà. J'avais déjà eu une expérience aussi avec un guitariste qui était Quentin Dujardin, je ne sais pas si tu connais. Et c'est un instrument que j'adore. Guitare-piano, quand ça peut être dangereux parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais quand on y arrive, qu'on trouve ces petits espaces respectifs, pour moi, c'est très, très excitant et jubilatoire. Voilà. C'est très différent, hein, les deux projets auxquels vous faites référence. Quentin Dujardin, c'est de la guitare nylon, alors qu'ici, avec Patrick Deltemre, on est sur une guitare électrique et même assez électrifiée. On sent qu'il y a des influences rock et blues quand même. C'est pas le même projet. On s'éloigne un peu du jazz avec ce projet-là, Yvan Paduard. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, mais les étiquettes sont dangereuses. Hein, de toute façon, avec Quentin, on s'éloignait encore plus du jazz. Oui, Patrick, c'est un musicien très très complet pour essayer de répondre à la question, qui a fait beaucoup de pop. Il a joué notamment avec Level 42, enfin en tout cas avec le bassiste de Level 42. Il a joué avec Moran pendant de nombreuses années. Il a accompagné aussi Philippe Catherine, donc dans des projets très très variés. Donc il joue aussi la guitare électrique, ce qui évidemment nous éloigne un petit peu du jazz, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas du tout un ayatollah, je ne suis pas un puriste. J'adore le jazz, c'est mon dénominateur commun depuis toujours. Mais je suis ouvert à toutes les musiques. Hein. Ouais. Est-ce que Clotilde et Alexandre sont d'accord avec ça, mort aux ayatollahs? Oui. Je vois Alexandre plus réservé. Non, mais ayatollah, tu m'expliques que c'est puriste, c'est ça? Puriste dans le sens radical. Dans le sens radical. Ah oui, bon, chacun fait ce qu'il veut, de toute façon. Moi, je ne suis pas non plus comme ça, mais bon, voilà, après... Mais vous avez eu des projets qui étaient très clairement classifiés dans la rubrique Jazz Manouche, par exemple, Alexandre. Oui. Et puis là, vous êtes dans un autre registre, oui. Didier Locoud. En fait, on a le sentiment que vous avez plein de styles,
et vous passez d'un style à l'autre, mais vous n'allez pas mélanger tous les styles dans un seul et même projet. Exact ou pas? Ou alors je le fais malgré moi, je ne sais pas. Voilà, je réfléchis pas vraiment moi, au style que je vais faire, je joue ce que j'ai envie et puis après, voilà, on voit à quoi ça ressemble et on met un nom dessus. Voilà, donc je ne sais pas trop. Peu de mal à répondre à cette question. Moi, je pense que c'est pas nous qui mettons les étiquettes, c'est les critiques ou les organisateurs. Mais nous, a priori, on fait ce qu'on a envie de faire, et peu importe le nom qu'on y met, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. On va écouter un extrait de cet album de Yvan Paduard et Patrick Deltan. Allez, on va interrompre les conversations. Clotilde Rouleau, première réaction à ce que vous venez d'entendre. Eh bien, en fait, pour dire la vérité, j'étais assez concentrée sur lire la pochette et nous parlions des invités, notamment de mes consoeurs vocalistes. Et j'étais ravie parce que ce sont deux chanteuses que j'apprécie beaucoup. Et j'avoue que j'ai moins écouté, j'étais à dissiper, j'étais comme au fond de la classe. Ouais, on peut donner leur nom. Qui sont les invités sur cet album, Yvan Paduard? Pardon, j'ai pas entendu la question. On peut donner les noms. Qui sont les invités de l'album? Bien évidemment. Donc à la base, il y a Philippe Artz à la contrebasse et Steve Sheehan, donc ça c'est le noyau dur. Et on a des invités que sont Raphaël Brochet, qui est une chanteuse française, et Sinéhi, que j'ai la chance d'accompagner maintenant depuis 4 ans, qui est une très très bonne chanteuse danoise qui habite à Copenhague. Et on a aussi un invité au marimba, qui est Paul Pasquier, sur un morceau. Chouette ça. Ouais. Clotilde Rouleau sont des noms donc, qui visiblement résonnent en vous. Comment est-ce que vous êtes venu à Bruxelles? Moi? Oui. En train. Ouais. Comment s'appelait le morceau qu'on vient d'écouter, Yvan Paduard? Thalys. Voilà, donc théoriquement il est fait pour vous. Voilà. Comment on choisit les morceaux? Inner Travel, donc quoi? C'est le voyage intérieur ou je suis nul en anglais? Oui, voilà. En fait, ça vient d'une réflexion. On se disait pourquoi c'est toujours les réalisateurs de films qui font des films et puis qui font appel aux musiciens. Pourquoi ça ne peut pas être dans l'autre sens? Est-ce qu'on ne peut pas susciter des images en partant de la musique? Donc voilà, c'est tout bête. Inner Travels, voyage intérieur. Espérons qu'on puisse provoquer, je ne vais pas dire des fantasmes, mais une imagerie en partant de la musique. Ouais. C'est une musique qui est réussie, ça, celle où on ferme les yeux et on a des images qui nous viennent. La question est pour tous les trois. Pour moi, oui. Ouais, pour moi aussi. Bon, vous pouvez répéter la question? Pour Alexandre Cavalier. Oui, non, mais j'étais concentré sur la pochette du disque et je me disais, mais on voit bien Patrick Deltan là sur le... Ouais. Oui, donc la question était, pardon. Est-ce que quand on ferme les yeux et qu'on a des images qui viennent, c'est que la musique est réussie? Si on a c'est une grande question. J'ai pas toujours des images qui me viennent moi quand j'écoute un album, mais oui, pourquoi pas, si c'est le but de l'artiste que des images viennent, alors là c'est réussi. Maintenant, de manière générale, je ne sais pas.
J'aimerais vous interroger tous les trois sur la notion de duo, parce que donc là c'est un album duo augmenté, hein, Patrick Deltan, Yvan Paduard. Il faut dire que vous avez beaucoup tourné en concert, hein, donc l'album c'est un petit peu la concrétisation ou l'idée de lisser une trace, j'imagine, de tout ce que vous avez pu vivre en concert. Non, mais au départ c'est un projet en duo. Madeleine et Salomon, c'est clairement un projet en duo. Dans les projets d'Alexandre Cavalière avec Adrien Brogna, c'est un projet en duo. C'est différent, plus facile, plus difficile que quand on est sur un trio, un quartet, un quatuor, autre chose. Je vais commencer. Plus différent, bien évidemment, plus difficile. Je ne sais pas, la difficulté, elle est spécifique, c'est-à-dire que c'est plus difficile dans la mesure où il n'y a pas de section rythmique, donc quelque part on n'a pas de filet de sauvetage, on est un peu homme orchestre tous les deux, en l'occurrence Patrick et moi-même. Donc à ce niveau-là, on peut dire que c'est plus difficile. Par contre, l'aspect plus libérateur, c'est que on peut se permettre d'accélérer, de ralentir. Le champ des possibles est plus large. Donc ça offre aussi plus de liberté. Donc le terme difficile, je ne sais pas, c'est très discutable. Moi, je trouve ça très excitant parce que ça ouvre beaucoup de portes aux différentes dynamiques, ce qui est évidemment possible aussi avec une section rythmique, mais à ce moment-là, il faut très 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 bien connaître nos partenaires, il faut avoir fait beaucoup de routes ensemble pour arriver à cette espèce de synchronicité naturelle où on peut vraiment jouer avec les dynamiques. Pour moi, ce qui est le plus important dans la musique, c'est bien évidemment pas la virtuosité, c'est susciter l'émotion et avec évidemment des partenaires qu'on connaît bien et pouvoir vraiment graver des dynamiques très très fortes, monter très haut et redescendre très très bas. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive plus facilement à faire avec, pour le moment en tout cas, avec Patrick, parce qu'on se connaît très bien, que c'est un musicien extrêmement réactif, interactif, proactif. Et voilà pourquoi le duo est une formule qui, moi, personnellement, me convient très bien. Ouais. Alexandre, le duo. Là, il m'est arrivé une fois de faire un duo à part avec Adrien, c'était avec Philippe Catherine, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui est le guitariste de référence en Belgique, hein, dans le jazz. Mais donc j'aime bien la formule duo, oui. Après, c'est un peu le hasard qui fait que ça se passe comme ça. Maintenant, ce qui est sûr, ouais, ici avec Adrien, on a toujours fonctionné en duo depuis le début. C'est peut-être un peu plus facile de jouer sur les nuances, ouais, je ne sais pas. Non, ça demande moins de réglages, le duo, il y a plus de spontanéité ou pas? Non. Non, mais c'est plus ou moins pareil, en fait. C'est juste que, ouais, voilà. Non, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui change, en fait. Clotilde, le duo. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Peut-être la différence, le duo, si on travaille avec quelqu'un qu'on connaît en plus très bien avec le temps, c'est un peu comme une histoire de frangin, quelque part, ou certains diraient de couple, mais il y a un peu de ça, il y a cette espèce de communication non verbale qui s'installe, et comme on n'est que deux, comme tu le disais, je trouve ça très juste, il y a des synchronicités qui peuvent se mettre en place malgré nous. Je sais qu'avec Alexandre, donc Salomon, en fait, très souvent, on a tous les deux les yeux fermés, et puis en fait, on n'a pas besoin de se regarder, on n'a pas besoin de se faire de signes, parce qu'on se connaît tellement bien qu'en fait, on a atteint un endroit où on respire ensemble. Et ça, c'est sûr que dès qu'on est au-delà de deux, c'est pas impossible, hein. Loin de là, au contraire même. Je pense que ça peut vraiment arriver et c'est très jouissif dans les moments où ça arrive. Mais de fait, c'est plus compliqué. C'est pour ça que les grands orchestres ont un chef, généralement. C'est parce que forcément, quand on vit à plusieurs, c'est plus difficile de vivre ensemble que quand on n'est que deux. C'est vrai dans la vie, je pense aussi. On va écouter un deuxième extrait de cet album de Patrick Deltan et Yvan Paduard. Ah.
Deuxième extrait de cet album qui s'appelle Inner Travel, c'était Forbidden Love. Qui a composé la musique de Forbidden Love, Yvan Paduard? C'est moi-même. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que ça peut faire penser à du Philippe Catherine? Oui, bien évidemment, c'est pas une insulte. Hein. Philippe Catherine, c'est quand même un des fleurons en Belgique, donc oui. Ouais. Est-ce que c'est une influence évidente pour vous, Philippe Catherine? Oui. Et pour Patrick Deltan, j'imagine? Oui, ils ont aussi pas mal joué ensemble. Hein. C'est peut-être Philippe qui a été influencé, hein, si je puis me permettre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, Philippe Catherine, c'est un grand mélodiste. C'est évidemment un grand soliste, mais c'est surtout sa spécificité, c'est qu'il compose des mélodies splendides, évidentes. Moi, ce que je trouve magnifique, c'est les musiciens qui arrivent à composer des mélodies qui peuvent être complexes, mais qui ne respirent pas du tout la complexité et qui touchent l'âme directement, même si c'est un peu compliqué au niveau harmonique, mélodique, technique, peu importe, mais où ça résonne comme une évidence. On a envie spontanément de les siffloter dans sa douche. Voilà. Et ça, c'est un peu quand même ce qu'on trouve sur ce morceau-là, avec la très belle mélodie, et aussi cette sensation de balancement aussi, de balancier qui peut être assez symptomatique de cette musique-là. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien l'image. Ouais. Alors, ça s'appelle Inner Travel. Vous allez le défendre sur scène, cet album? Oui, alors on a une première date au Festival de jazz de Verviers le 30 septembre. C'est un concert décentralisé, il se passe à Saint-Vite, qui est près de Verviers, donc dans les cantons rédimés. Ouais, ce qu'on appelle la communauté germanophone. Vous jouerez aussi le 6 octobre à Lessines. À Lessines, voilà. Et on attend que vous trouviez une date à Bruxelles. Oui, ça, ce sera l'année prochaine. En attendant, on joue le 9 novembre à la Ferme du Bureau, qui est un endroit que j'adore. Ouais, ça, c'est Louvain-la-Neuve, donc c'est pas si loin. Voilà. C'est pas très loin. Hein. Ouais, on va faire un effort, on ira jusqu'à Louvain-la-Neuve. Je voudrais qu'on prenne encore 1 ou 2 minutes pour parler d'un autre projet. On ne va pas écouter d'extrait, mais on va signaler que vous êtes aussi en tournée avec Olivier Kerrourio. Qui est Olivier Kerrourio? Olivier Kerrourio, c'est un musicien, un harmoniciste virtuose qui est né à La Réunion et qui sévit en France depuis une trentaine d'années. Il était fort influencé par Toots Thielemans. Pour un harmoniciste, c'est difficile d'éviter l'écueil, évidemment. Mais il arrive à s'en départir quand même parce qu'il a cette spécificité des îles. Il est né sur une île, à La Réunion, et il y a des rythmes impairs comme ça, en 7, en 5 ou 11. Donc il arrive à proposer une espèce de cocktail que je trouve très intéressant. C'est un musicien très sensible, très lyrique, très mélodique. Voilà, vous serez notamment avec lui le 20 octobre au Bexou, qui est une nouvelle petite salle qui se trouve dans les dans les sous-sols de Tours et Taxi. Voilà. Je voudrais qu'on vienne parler d'harmonica. On a parlé de la voix. J'aimerais qu'on parle du violon. Est-ce que vous voyez une connexion? Est-ce qu'un bon violoniste, un bon guitariste, un bon harmoniciste, c'est sans doute différent pour le piano, c'est celui qui arrive à faire chanter son instrument. Est-ce que ça, c'est une bonne définition? Alexandre Cavalière n'aime pas mes définitions depuis le début de l'émission. Est-ce que celle-là, il peut l'endosser? Donc la question, c'est, on voulait parler du violon et puis après j'ai entendu parler du piano. Est-ce que par rapport au piano, le violon, l'harmonica font mieux chanter Est-ce qu'on se rapproche de la voix humaine? Avec le violon? Oui. Le violon permet en effet de... Je ne sais pas, on dit souvent que c'est le trombone et le violoncelle qui se rapproche le plus de la voix humaine. Mais le violon, en effet, avec l'archet, permet mais pas que, aussi le fait qu'on sache, justement, avec le piano, on n'a pas tous les commas, avec le violon, on peut se permettre de faire tous les commas. Je veux dire, c'est vrai que tout ça permet de se rapprocher un peu plus de la voix humaine, ouais. Le fait de pouvoir faire... avec l'archet, on peut aller quand même un peu plus loin au niveau des dynamiques et aussi avec les notes. Oui, moi, personnellement, j'ai l'impression que chaque instrumentiste a un petit peu sa frustration. Par exemple, un pianiste, bien évidemment, il peut jouer beaucoup de notes en même temps, mais il n'a pas cette possibilité de faire des glissandi, de pouvoir jouer dans les quarts de ton, faire des longues notes. A contrario, un soliste monophonique, qui n'est pas le cas du violon, mais un saxophoniste ou un trompettiste, il aura peut-être la frustration de ne pouvoir jamais jouer qu'une note
en même temps, donc on n'est jamais... Deux trompettes. Oui, d'autres trompettes, on trois. peut tricher, on peut tricher. Et donc il y a toujours une petite frustration, mais voilà, chaque instrument... a sa Clotilde spécificité. Rulot, est-ce que vous avez des frustrations? Ou est-ce que la frustration, elle est réservée au moment où vous êtes flûtiste et quand vous êtes au chant, ça va? Ouais, non, je pense que c'est juste. Parfois, on aurait envie de pouvoir faire plusieurs notes à la fois. On le fait un peu. On fait chantant, sortir les hein. harmoniques en chantant. À la flûte, moi, je chante dans ma flûte. Du coup, ça fait des effets de nappe. Et puis, comme je les enrobe d'un petit effet, on dirait que ça fait un peu un orgue. Donc, mais c'est sûr que si j'ai l'appétence d'aller chercher dans cet endroit-là, ça veut dire que quelque part, il y a un manque. Mais après, c'est vrai qu'en même temps, c'est ce qui est magnifique avec la voix particulièrement, encore plus, je pense, que la flûte ou que la trompette ou le saxophone. Et pour le coup, les instruments à archer, j'ai le sentiment, se rapprochent effectivement de ça. C'est le fait qu'on puisse effectivement travailler. On n'est pas du tout un instrument tempéré, en fait. On joue ce qu'on veut. On joue ce qu'on veut. En tout cas, c'est le but qu'on doit essayer d'atteindre. Merci à tous les trois. Alexandre Cavalière avec ses deux affiches en duo avec Adrien Brogna, l'album Rebones, c'est plutôt brésilien. Et alors avec son band, un tribute à Didier Lockwood, un hommage à Didier Lockwood, musique donc plutôt années 80, années 90, revisitée en 2023, bien évidemment, par Alexandre Cavalière. Clotilde Rulot et Madeleine dans le duo Madeleine et Salomon. Salomon, c'est Alexandre Saada. Ils viendront donc bientôt à l'Archiduc et l'album est déjà en vente, on vous le conseille. Yvan Paduard est Yvan Paduard dans un duo avec Patrick Deltan. Ils sortent un album qui s'appelle Inner Travels chez Pavan Jazz et ils sont bien sûr bientôt sur la route. On a donné des concerts, on attend bientôt un concert à Bruxelles, mais en attendant ce sera la ferme du Biérot. Et puis il y a cette tournée aussi avec l'harmoniciste Olivier Carrurio. Merci à tous les trois. On va se quitter avec un micro ouvert. C'est Clémence Davoigne qu'on va retrouver avec des fleurs pour mon père. J'ai une confession à vous faire. Un truc dont je suis pas vraiment fière. J'ai jamais offert de fleurs à mon père. Je lui ai jamais expliqué que je suis non-binaire. Je lui ai jamais fait de câlin avec les bras serrés derrière. Ça fait des années que nos je t'aime n'ont plus l'air sincères, juste nécessaires. Je vous dis pas ça pour faire ma thérapie, mais parce que je me demande où ça a dérapé, où notre amour a commencé à finir en charpie, et puis par quel trou il a bien pu s'échapper. Et pourquoi, quand tu vois pointer ma moue, tu me dis « Arrête de pleurer !» Je crois qu'on t'a pas appris l'amour, et ça, c'est une bonne raison de pleurer. Je crois qu'on t'a pas appris qu'une fleur, pour que ça pousse, faut lui parler. Mais parfois tu me parles. Tu me parles de ta mère qui t'a poussé à être un homme. Tu me parles de ton père qui t'a oublié par le rhum. Tu me parles de ta mère qui t'a brisé les pieds avec tes chaussures trop serrées. Avec son cœur en cactus, et puis tes pieds en lotus d'or. Alors, dehors, je peux pas m'empêcher d'imaginer des toutes petites chaussures sur tous les hommes que je croise dans la rue. Je peux pas m'empêcher d'imaginer qu'un truc les torture, alors qu'eux m'imaginent sans doute toutes nues. Je vous dis pas ça pour faire ma thérapie, mais parce que je me demande où on a dérapé. Pourquoi nos hommes sont toujours en charpie, comme s'ils avaient été mal rempotés, dans les toutes petites godasses qui les empêchent de pousser, de pleurer, de parler. À part pour nous traiter de crevasses toutes juste bonnes à baiser, de connasses hystériques, de grognasses psychotiques, et puis, parfois, nous assassiner. Vous pensiez que je leur trouvais des excuses, mais excusez-moi, moi non plus, j'ai pas eu assez d'engrais, et pourtant j'ai du respect. Mais je porterai toujours mon plus grand regret, mon plus grand secret. Un truc que j'ai jamais fait, jamais su faire. J'ai jamais offert de fleurs à mon père.
Des fleurs pour mon père, c'était un texte signé Clémence Dawagne que vous pouvez retrouver sur Instagram avec son nom de scène qui est Clémence en flamme. C'était Connaissez-vous. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.